Lucas Oliveira, il est architecte. Et donc, cher Lucas, bah, écoute, merci d'être là. Le principe, tu le connais. Est-ce qu'on arrive attends, je te mets le son peut-être. Activez le son, attends, j'ai Demande de activé. Est-ce réactiver que le vous son. m'entendez là? Ouais, oui, je t'entends parfaitement. J'aime bien tes D'accord, lunettes, très hein, bien. rouge-noir, je ne sais pas comment tu as fait. Merci. Et- J'allais dire exactement la même chose. J'aime bien tes lunettes. je Tant ne qu'à sais pas faire, je sais pas comment tu elles ont as attiré fait. mon attention. Mais, Sur le présentoir, elles ont attiré mon attention. Donc, je n'ai plus qu'au craquer. mais je En veux plus, quand même on est la même architecte, chemise, il hein. faut bien être osé. On aime bien la différence des choses. Donc, mais je veux aussi la chemise, hein, je veux aussi la chemise. Ah bon, écoute, ça, tu en trouveras toujours. C'est tellement que le tissu existe sur Abidjan. Cherche bien, mais tu trouveras. C'est Abidjan. Euh, D'accord. Donc voilà, le principe, c'est que tu as 15 minutes pour expliquer ton d'accord, parcours scolaire, universitaire et professionnel. Et après ces d'accord. 15 minutes, je reviens vers toi pour te poser des questions et les auditeurs aussi peuvent te poser des questions aussi et puis je les reprendrai pour te les poser. Donc là, maintenant, c'est à toi. Vas-y. D'accord. Ben, je me présente, je suis Lucas Oliveira, architecte, on va dire de nationalité gabonaise, mais j'ai plusieurs nationalités aussi, françaises et congolaises, et, entre autres, mix de plusieurs cultures. Et je suis installé pour l'instant sur Libreville, après un long parcours en Europe et au Moyen-Orient. Donc, je vais un peu retracer. Je suis diplômé donc architecte des PSG de l'école d'architecture de Paris La Défense. C'est une ancienne école qui aujourd'hui est fermée après la réunion de toutes les écoles publiques d'architecture parisiennes, on va dire. Mais pour commencer, on va dire que j'ai fait tout mon enseignement scolaire sur Libreville, hein, donc jusqu'en terminale, au collège Messieurs, avec un bac série D, donc qui nous prédestinait naturellement d'abord aux sciences de santé, hein, de la médecine et tout ce qui est laborantin et tout ça. Mais bon, très tôt, j'ai développé une passion pour tout le monde artistique, étant aussi un musicien autodidacte et entre autres, ayant grandi dans une famille où il y avait beaucoup de projets un peu immobiliers comme ça, j'ai un peu gravité entre les plans, ce qui m'a donné une certaine facilité, une certaine habitude, une coutume de lire des plans et de me balader dans des fois des chantiers entre les sacs de ciment et puis les tas de sable, les gravés et autres. Donc là était mon approche, ma première approche à l'architecture, même si j'avoue que quand je suis sorti de mon bac D, j'avais beaucoup plus d'aspiration artistique d'abord et, et très peu des maths, quoi, et très peu de médecine, on va dire. Mais enfin, à notre époque, moi je suis né dans les années 70, vous savez, les objectifs des parents étaient encore très forts et ils voyaient d'un très mauvais œil que je me dédie à la musique, même si j'avais un certain don dedans. Et donc aussi à tout ce qui était peinture, j'aimais bien la peinture aussi, le dessin et tout ça, pour que je puisse, disons, engager des études d'ingénieur, hein. Et donc, on m'a tendu la perche dans ce sens que, ben, écoute, tu aimes bien l'architecture. En fait, j'avais déjà appris un peu l'architecture pour le côté artistique, hein, de la chose. Et cette approche tridimensionnelle donc, du métier. Mais donc, je suis entré d'abord à l'ESTP, après mon bac, sur Paris 5, l'École supérieure des travaux publics, et à Cachan aussi. Là, j'ai fait une année maths sup de préparation parce qu'il faut faire maths sup, maths spé pour entrer, mais j'avoue que j'étais un peu déconnecté de ce que je voulais vraiment faire. On en termine là-bas avec vraiment les maths qui vous poussent à bout et on voit pas le tunnel, même si c'est vraiment un système de préparation pour pouvoir filtrer les personnes qui vont pouvoir aller faire après l'ingénierie un peu plus haut. Mais voilà, je me suis très vite, après une année, j'ai décidé d'aller m'inscrire en école d'architecture parce que je voulais pas perdre plus de temps et je sentais que c'était pas vraiment mon chemin. Donc, je suis allé à l'école d'architecture de Paris La Défense, qui était un bâtiment assez atypique, métallique, on aurait dit une navette spatiale, qui était dans le parc Hérault, là-bas, à Nanterre. Et là-bas, ben,
j'ai fait beaucoup d'années parce que, tout compte fait, j'ai fait architecture et musique en même temps. Donc, et j'avais d'ailleurs un prof qui disait que c'était assez intéressant, hein, contrairement à ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'en architecture, si vous voulez, il faut pouvoir se nourrir de condiments qui viennent d'autres domaines d'apprentissage. Donc, pour moi, c'était la musique, le ciné, tous les arts un peu. Je me nourrissais de ça pour pouvoir acquérir une personnalité artistique, on va dire. Et puis, ça m'enrichissait vraiment hein, dans un sens parce que j'essayais d'établir comme ça un peu des passerelles entre l'architecture et le monde des arts, la musique, le dessin, en côtoyant entre autres des artistes gabonais, français, de tout le monde, hein, chinois et d'Amérique latine. Donc voilà, ce parcours académique m'a entre autres permis de profiter de la bourse, d'une bourse donc d'études à l'étranger, à Erasmus, et je suis parti ainsi en Espagne, à Valencia. Entre ma troisième et quatrième année, je suis allé là-bas. J'ai fait les cursus. Vous savez que les années d'Erasmus sont des années d'ouverture totale. Donc, je suis atterri là-bas à Valencia, dans l'école technique supérieure d'architecture, l'ETSAP, qui est dans le sein de l'UPV, dans l'Université Polytechnique de Valencia. Et bien sûr, il y a la rencontre de tous les étudiants européens. C'est un enrichissement merveilleux, spectaculaire. En une année, on apprend vraiment beaucoup. On apprend entre autres la langue, mais on rencontre beaucoup d'autres étudiants qui viennent de tous bords et de sensibilités différentes. Et entre autres, pour ce qui est du cursus proprement dit académique, on voit bien ce distinguo. Moi, je viens d'une école d'architecture parisienne où on avait une approche très projectionnelle, donc le projet, le concept du projet, qui pouvait s'amarrer autour de facteurs aussi divers que la sociologie, l'histoire, la politique, l'économie. Et à cela, on nous enseignait comme ça à pouvoir intégrer des facteurs aussi divers et un peu auxiliaires à ce que constitue le projet architectural proprement dit. C'était une très bonne base d'études parce qu'en fait, l'architecture se meut dans un monde où on côtoie différents acteurs, aussi bien techniques que pédagogiques ou alors académiques, on va dire, ou même gouvernementaux ou corporatistes, parce qu'on construit pour des gens une clientèle qui n'est pas toujours du monde scientifique ou architectural ou artistique. Et il peut très bien venir depuis le monde médical, depuis le monde politique, depuis le monde scolaire, entrepreneurial. Donc, c'est une bonne école de formation. C'est un bon, on va dire, une direction, on dirait une direction artistique que cette école avait choisie, qui nous a beaucoup aidés. Et entre autres, quelque chose qui était important dans cette école, là je parle spécifiquement de l'école en France, c'était qu'on avait des ateliers privés pluri-annuels, on va dire. Dans l'atelier des étudiants, j'avais des groupes d'étudiants qui avaient leur propre atelier. On avait des gens de première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à cinquième année. Et quand on avait les projets, on les posait sur table et on apprend ainsi à travailler de manière collégiale, à avoir des avis d'autrui et à pouvoir se soumettre à la critique, bien sûr constructive, d'autres personnes et ne pas rester claustré dans son projet, dans ses petites pensées et dans son délire. Tant est-il que le délire peut être beau au début, mais après, il faut lui donner un certain côté réalistique, hein, pragmatique, dans le sens non seulement constructif, mais aussi économique, social, politique. Je m'excuse un peu pour les coqs, je suis chez les parents, où ils ont, bien sûr, en Afrique, des animaux aussi domestiques, aussi variés que les poules, les coqs, les chiens et les chats. C'est ça aussi l'Afrique. Donc, après, donc ça, c'est la base de ma formation, on va dire, française. Et en arrivant en Espagne, j'ai découvert une école qui était beaucoup plus technique, où les étudiants créaient leur sample, comment dire, leurs échantillons de poutres depuis la première ou deuxième année, ou montaient des murs. Donc, ils avaient une certaine approche déjà pragmatique hein, de l'exercice de la profession qu'on n'avait pas, qu'il y a très peu malheureusement dans l'univers académique français. C'était très bien parce qu'on côtoie des collègues qui, eux, vous apportent une certaine vision technique et pragmatique du projet.
parce que eux, très tôt, ils ont cette dimension-là et ils savent que pour porter d'un point A à un point B, voilà la poutre qu'il faudra mettre, le dimensionnement et autres. Donc, c'est très bien d'avoir eu cette approche aussi et cette rencontre culturelle avec les étudiants de l'Europe, de toute l'Europe, les Allemands, les Italiens, les Autrichiens, les Espagnols, entre autres, on était chez eux, les Français. Donc, c'est très bien aussi de côtoyer. Ce qui est beau, c'est que l'architecture, c'est un monde d'idées qui se réalise et qui se concrétise. Et c'est bien d'avoir un peu les visions multiples, périphériques, quant à un sujet, voir comment on l'aborde de manière culturelle. Et ça, c'était intéressant. Donc, sorti de là, ayant obtenu mon diplôme sur un thème dont le site se trouvait en Espagne, mais je le soutenais en France. C'était pas c'était presque comme un double diplôme, parce qu'il y avait dans mon jury aussi bien des gens d'Espagne que des gens de Paris. Et au sorti de là, disons que déjà pendant mes études d'architecture, vu que j'ai gravité entre l'architecture et la musique, et je me suis autofinancé une partie aussi de mes formations parallèles, très orientées vers l'écologie à l'époque déjà, donc je parle des années 90, fin 90. C'était un thème qui me passionnait beaucoup, l'éco-construction, l'univers du durable, et puis surtout parce que j'avais tout de suite eu la perception que tout ce qu'on nous enseignait en Europe, il fallait à un moment le traduire pour que ce soit adaptable à l'Afrique, au contexte africain. Une sorte de tropicalisation des savoir-faire, enfin des savoir-faire, on n'a pas encore les savoir-faire, mais des savoirs académiques qu'on acquiert là-bas, il fallait un peu se tropicaliser pour pouvoir l'adapter et trouver quelle était vraiment la vraie résonance de tout ce savoir accumulé et comment on le traduisait en construction pour améliorer le bâti en Afrique. Donc, du coup, tout au long de mon apprentissage académique, je n'ai pas recouru, j'ai toujours recouru plutôt à travailler en agence, ce qui est en agence ou en bureau d'études. Dès lors qu'on a besoin d'un architecte pour faire des plans, je suis allé faire des plans de métier. J'en parle parce que ça fait partie je pense aussi du contexte de cette réunion, de montrer que non seulement on peut venir à l'architecture de plusieurs bords, ça c'est d'une chose, c'est-à-dire quand je suis entré en architecture, mon premier ami en architecture, il venait de musique, il avait fait un bac musique. Alors moi, j'ai punaise, nous, on nous pousse à faire des bacs C pour faire, parce qu'on peut, bien sûr, des bacs C, des bacs D pour avoir une base mathématique. Mais dans ma promotion, il y avait donc celui-là qui venait de musique, il y avait d'autres qui venaient de bac B, d'autres de bac L. Voilà. On peut aborder l'architecture de différents côtés. Après, on a un certain apprentissage pour maîtriser un minimum le dessin 2D, 3D, pour maîtriser un minimum la vue 3D et ce qu'on appelle le plein et le vide. L'architecture est un jeu de masse. On construit des masses dans un espace où il y a du vide au départ. Et donc, le jeu des proportions, les jeux des couleurs, tout ceci peut s'apprendre, mais de n'importe quelle porte d'entrée. On peut être très philosophe et puis apprécier et pouvoir être architecte et apprécier ces subtilités qui feront de votre projet réalisé, donnera une patte spéciale. Je veux dire que en architecture, normalement, les maths, c'est bien. Tout le monde scientifique est très louable au départ, mais on peut très bien y arriver du monde littéraire ou du monde économique. Parce que l'architecture, c'est pas que dessiner aussi, il y a aussi toute une vision économique, et comme je vous disais, une vision sociale, historique, philosophique, qu'il faut pouvoir aussi intégrer dans le projet, pour pouvoir lui donner de la substance. Pour maturer un projet, il faut lui donner des substances, il faut donner des contraintes. L'architecture n'aime pas des pages vides. L'architecture aime bien partir des points de départ de contraintes pour pouvoir justifier les choix. Sinon, les choix, ils sont multiples et divers. D'accord ? Et donc, tout au long de mon process d'études, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans différents bureaux d'études. Je peux citer aussi des originales comme il y avait un bureau d'études pour les chantiers subaquatiques. Donc, c'est ceux qui allaient faire des projets de réhabilitation des berges de la Seine, par exemple. On travaille avec des menuisiers aussi dans le bois. J'ai travaillé dans l'événementiel pour faire du space planning, c'est-à-dire l'organisation spatiale intérieure pour tous les événementiels, comme la porte de Versailles, toutes les foires et tout ça.
Et bien sûr, j'ai travaillé dans des pures agences d'architecture. Vraiment, des fois, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pardon, vraiment, il inspirait aussi. Donc voilà, c'était pour dire que, hormis le monde de l'architecture proprement dit, c'est-à-dire bureau, architecture, c'est des projets de maisons, d'écoles, de bureaux, voilà, tout le cadre architectural classique qu'on connaît. Ben, je me suis aussi ouvert à d'autres formations. Tout ça, c'est pour s'enrichir culturellement. Parce que très important est pour l'architecte d'avoir une certaine culture. Une culture sur laquelle se baser, sur laquelle s'appuyer, et qui vont lui donner comme ça des ressources, hein, pour être un peu plus aguerri de manière conceptuelle. Hein. Tout peut nous inspirer, un tableau, une musique, un texte, une performance. Donc, c'est pour ça que l'architecte est d'abord un gros curieux, je pense à la base. Hein. C'est quelqu'un qui a une curiosité, qui a envie de savoir et qui ne réussit pas à apprendre tout au long. Donc, ça, c'est pour le cursus. Donc, tout au long de mon cursus, jusqu'à mon diplôme, je n'ai pas toutes mes vacances. Au moins, je travaille 1 mois à 2 mois dans différents corps, non seulement pour subvenir à mes besoins, parce que l'architecture, il faut à l'époque, on n'avait pas que les ordinateurs, on travaillait encore avec la plume, les rotrings. Il faut les acheter, c'est fragile, ça se casse, l'encre et tout ceci. Donc, voilà. Entre autres de la musique, hein, très important. Moi, c'était la musique aussi, sur le côté rencontrer plein de personnes. C'est un monde culturel qui se meut et dans lequel on joue sur les sensibilités, sur les couleurs, sur les mélanges de genres. Donc, c'est un peu comme de l'architecture. Hein. C'est une sauce aussi de conception. Donc, à partir de là, Lucas, je ne t'entends plus en fait. Ah. Là, ça va mieux? Oui, c'est mieux. Et là? Ok, d'accord, c'était le cordon. D'accord. Et donc, j'avais une certaine expérience de bureau d'études divers. Hein, bureau d'études divers qui veut dire que j'étais prêt à aller, un peu comme un légionnaire, hein, j'étais prêt à aller dans n'importe quel domaine. Et cela m'a donc permis de travailler aussi bien en France qu'en Espagne. En Espagne, j'ai eu la chance très tôt de travailler avec des agences spécialisées en écologie. Hein. Je me suis dit, comme on dit chez nous en Afrique, les ancêtres sont toujours là. Hein. Ils vous guident vos chemins quand vous cherchez à développer certaines choses. Je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, hein, ça se trouve, moi qui m'intéresse à ça, à l'écologie, à ce qu'on appelle aujourd'hui la cargotecture, c'est-à-dire les constructions avec des conteneurs, enfin tout type de construction qui pouvait être adaptable à l'Afrique et surtout avoir des coûts alternatifs et des modes de construction alternatifs. Voilà, il m'était donné de rencontrer comme ça à différents niveaux d'ailleurs. C'est des écoles, j'appelle ça toujours des écoles. Hein. Ces ateliers, ces agences d'architecture sont des vraies écoles. Il y avait je suis allé chez Biotectura, donc l'architecture de la vida, comme il disait, donc biotecture, l'architecture de la vie. Et dans cette agence, tout était écologique. Depuis le bois qui formait les sièges sur lesquels on s'asseyait, jusqu'à l'ordinateur. C'était un architecte qui était passionné de cela et il allait jusqu'au bout. Hein. Comme on dit, l'empreinte grise et verte de tout produit était vraiment pertinemment menée. Donc, à travers des personnages comme ça, je me suis rendu compte que c'est aussi tout un dada, quoi, hein, l'architecture écologique. Il faut s'y mettre très tôt. Il faut s'y passionner très tôt pour pouvoir être toujours à l'affût des nouveautés, hein, de tout ce qui peut se faire autour. Et puis, à travers n'importe quel projet, voir toujours ce qu'il y a de plus écologique. C'est-à-dire, on parle souvent de l'architecture solaire, mais il y a du solaire passif et puis du solaire actif, par exemple. Le actif, ce sera les panneaux solaires qu'on branche. Donc, il y a de la mécanique derrière, il y a des batteries et tout ça. Et le passif, c'est simplement une grande baie, comme la grande baie qu'il y a derrière toi, où tu pourrais recevoir plein de lumière naturelle. Mais ça, c'est du solaire passif, par exemple. Donc, dessiner une maison avec une grande baie, c'est faire de l'architecture écologique passive, solaire passive. Et y ajouter des panneaux solaires sur la toiture ou des panneaux thermosolaires pour chauffer l'eau, ce serait donc de l'architecture solaire active. Donc, toutes ces nuances-là, toute cette richesse-là, je vais peut-être loin, hein. C'est bon? Écoute, tu me dis, hein, tu me dis quand est-ce que j'arrive parce que j'en ai beaucoup. Mais je te dis que tu as déjà tout dépassé en fait.
Ah ouais? T'as D'accord. dépassé. Bah, écoutez. Et en fait, t'as droit plus qu'à 4 minutes. T'as tout explosé. Bah, allez, Là. pose-moi. Bah, écoute, s'il y a une question pertinente qui soit, je répondrai. Et puis, T'inquiète, elles désolé. sont super pertinentes. Mais moi, tu sais, on dit les coûts d'inscription pour les écoles d'architecture, c'est problématique, quoi. Donc, Mhm. j'ai vu que tu as financé quand même une partie avec ton travail personnel. Oui. Tu faisais de la musique. J'ai pas écouté encore le CD, hein. T'attends le CD. Ah ben, Et ça viendra tôt ou tard. Il y a quelques bon, bribes quelque part, là. l'album. Et puis, mais il faut dire, est-ce que c'est cher? L'architecture, est-ce que c'est cher? Les écoles, est-ce que Bah, c'est cher? non, bon, disons que moi, je suis passé par les écoles publiques françaises. C'est pas particulièrement cher. Il y a des écoles privées qui sont peut-être un peu plus chères, mais non, il y a des écoles publiques. Je peux pas dire que ce soit cher. Par contre, c'est le vécu de l'architecture de l'étudiant qui peut être cher parce que, bien sûr, on a du matériel, hein. Il faut acheter les rouleaux de papier, il faut acheter les rouleaux de calque. Il faut, même si aujourd'hui, on travaille plus avec ordinateur et tout ça, ben, il faut avoir un ordinateur, au moins un ordinateur, une imprimante, si possible A3 ou A4, mais il faut se la fournir. Et c'est une routine, c'est un quotidien qui fait que ben, voilà, on n'a pas un cahier en début d'année qui va nous faire toute l'année, quoi. À chaque projet, il faut quasiment un rouleau de calque, mais bon, il faut avoir un certain soutien. Et c'est vrai que je peux dire que quasiment 75% des étudiants de ma génération, dans les années 90 en tout cas, nous travaillions, hein. On travaillait tous, hein. On avait des petits boulots à côté pour tous ces petits besoins là, le déplacement. Quand il faut faire des stages de dessin, ben oui, faut pouvoir cotiser ce qu'il y a cotisé, pouvoir aller une semaine dans le Cotentin et puis subvenir à ses besoins, même si une partie est prise en charge par l'école. Bon, ce ne sont pas des écoles beaucoup plus chères, je pense, que si on rentre en Polytech ou ailleurs aussi, hein, faut pas se leurrer, mais c'est des écoles techniques, hein, qui ont besoin d'un matériel technique, qui ont besoin de. Il faut se cultiver aussi. En architecture, il faut toujours se cultiver. Donc, il faut acheter des bouquins. Il faut être à la page, comme on dit. Il faut pouvoir se donner les moyens d'être toujours, voilà, d'être toujours en train de surfer sur la vague, on va dire. D'accord. Ok. Mais Lucas, tu as aussi obtenu des prix. Il faut que tu parles des prix que tu as Oui, obtenus. oui, oui. Ben, écoute, j'ai obtenu j'ai des prix, mais on n'en a pas non plus. C'est surtout celui qui m'a permis, en rentrant au Gabon, je suis revenu au Gabon en 2015 et puis j'ai fait une année et demie en travaillant dans un grand cabinet ici. Et après, je suis reparti à Paris pour revenir vraiment me lancer à mon compte en 2017, fin 2017-2018. Et j'étais à mon compte, donc sans trop savoir quoi faire, en cherchant les clients à gauche, à droite. Mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de commandes publiques, donc j'ai fait beaucoup de maisons, mais j'avais toujours en tête, je me balade avec mon sac d'écologie, hein. Donc il y a eu un concours lancé par l'ambassade française et puis la Chambre des métiers, hein, la Chambre des métiers gabonaise, qui était, le titre c'était une maison 100% gabonaise accessible pour tous, pour budget 20 millions, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros, 100 mètres carrés, trois chambres, deux enfants et puis une de parents, deux douches, enfin avec disons un truc impensable et inconstructible, normalement parlant, surtout pour le Gabon qui est un pays assez cher. Donc c'était un défi et alors, mais tout est dans le titre. Je vais vous dire que tout était dans le titre. Alors une maison gabonaise 100% accessible. Donc en quoi elle était gabonaise déjà? Pour moi, c'est que ça voulait dire. Je suis allé chercher du côté de la sociologie, de l'histoire, et j'ai réadapté le concept du mbanja, qui est un peu nos maisons de rituels d'initiation au Bwiti à certains rites, qui sont des sortes de cohortes avec les pailles et tout ça. Je me suis dit, écoute, je vais aller sur une base historique et sociologique et culturelle, comme ça, patrimoniale, pour ne pas réinventer la maison gabonaise à la mode je sais pas moi, de Nice ou de Monaco ou de Tokyo ou du Japon. Non, quelque chose que quand on rencontre un objet qui nous identifie vraiment culturellement. Et donc, j'ai présenté une maison écologique, bien sûr, hein, parce que c'était non seulement qu'il fallait qu'elle soit ancrée de manière patrimoniale, écologique, c'est-à-dire gestion des eaux, du soleil et du vent, pour qu'on ait très peu à utiliser le courant, puisqu'il faut qu'elle soit accessible à tous les foyers, donc même les plus pauvres en Mali, les plus démunis, pourraient se la construire, peut-être pas dans la même temporalité que ceux qui auraient les moyens, mais au moins pourraient la construire et bénéficier des agréments de cette architecture
donc du volume et des agréments d'écologie. Donc, j'ai présenté ce projet qui ressemble beaucoup à certains égards à des projets un peu qu'on avait, on va dire, de l'époque coloniale, c'est avec des toitures hautes, mais qui met en œuvre des briques de terre, donc locales, du bois local. Et bon, malheureusement, il y a des objets comme les tôles. Même si on a du fer, mais on les importe encore, les tôles, pour pouvoir le faire. Ou les carreaux de sol, ben, malheureusement, des fois, on ne les fait pas. Mais j'ai gagné le concours, je pense, sur la base de cette conviction écologique. J'ai convaincu le jury que ma maison, elle était non seulement gabonaise, mais surtout qu'elle était écologique. Pourquoi? Parce qu'à moindre coût, avec des matériaux locaux, et la maintenance était facile. Quelque chose d'important, c'est qu'en architecture, on met les thunes au début, on construit, et après, on se dit que c'est fini, une fois qu'on y entre. Alors qu'il faut une architecture qui prévoit aussi la maintenance, qui prévoit les coûts futurs. Et donc, c'était un peu tout ça qui a décidé le jury de m'octroyer ce prix, dont on a construit la maison pilote sur le site de l'Institut français à Libreville. Donc, elle siège là. C'est une belle opportunité pour moi d'être entré dans le monde des architectes gabonais. Lucas, donc écoute, oui. Tu as fini parce qu'en fait, tu as 3 minutes de plus et tu as fini, mais je voulais te présenter Emmanuel, qui est aussi architecte, mais qui est à Abidjan. Donc, c'est lui qui va, il continue. En fait, je voulais absolument que vous puissiez vous connecter vite fait. Donc, après, je vais vous donner les contacts après et vous pourrez échanger, hein, parce que bon. Oui. Donc, avec plaisir. Emmanuel, avec plaisir. J'aimerais bien aller un peu glaner du côté d'Abidjan. Je suis passionnément tous les travaux qui s'y font, et c'est vrai que c'est très attractif. Donc, très vite. Après, je vous connecterai. Mais Lucas, donc écoute, tu as 2 minutes. Qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes de première et de terminale pour leurs études, pour qu'ils se motivent, pour qu'ils fassent des bons choix? Qu'est-ce qui t'a dirigé dans tes choix à toi? C'est ça. Mais tu as 1 minute maintenant. D'accord, ok. D'accord. En 1 minute, je dirais à tous les jeunes qu'il faut avant tout s'écouter, mais s'écouter non pas du cœur, sinon du ventre aussi et de partout. Il faut vraiment prendre. Je vous parlerai de mon métier. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi l'architecture parce que je savais que ma fibre était artistique quelque part. Bien sûr, j'avais les maths, j'avais tout ce bagage qui était un peu facile, les sciences, mais je me suis écouté. Pourquoi? Parce qu'en architecture, franchement, pour y arriver, et mon confrère vous le dira aussi, il faut aimer ce métier. C'est un métier de sacrifice. On ne compte pas les heures quand on produit un projet. Tout ce qu'on compte, c'est la passion de pouvoir avancer dans ce projet. Donc, à un moment, on oublie de manger, on oublie tout, on se focalise. C'est un peu un métier qui a ce côté artistique, c'est-à-dire qu'on y va, c'est entrer en, comme on dit encore pour les curés, on rentre dans une profession de foi, quoi, hein, quasiment. Hein. Donc, écoutez-vous, pour aller plus loin, il faut faire les choses avec le cœur. Il ne faut pas faire les choses selon tel ou tel ou tel. Ne faites pas plaisir à autrui pour en faire votre métier. Si vous avez vraiment une passion pour un métier, ben c'est que vous avez déjà au moins, on va dire, 30% de succès dans ce métier. Parce que quand vous serez très fatigué, que vous serez dans la contrainte, vous serez vraiment le dos au mur, c'est cette passion-là qui va vous maintenir à flot. Donc, écoutez-vous, hein, sincèrement, écoutez-vous et convainquez vos parents qui veulent que vous fassiez autre chose, que c'est vraiment ce cheval d'abord que vous voulez faire. C'est un combat personnel à une carrière. Ce n'est pas un combat de groupe. Merci beaucoup, en tout cas. Ok, merci. Merci à toi. Et puis on reste en contact après. Hein, tu peux écouter aussi toi-même. Écouter Emmanuel Emmanuel a la pression là. Il a eu un architecte avant lui. Là maintenant, on continue toujours sur l'architecture. Mais non, mais ça va être très bien. Moi, j'ai parlé longuement d'autres choses. J'avais autre chose à parler. Emmanuel, il va continuer. Il va vous donner aussi. D'accord. Bon. Ok, merci. À bientôt. Lucas. Et bonne chance à tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Très bonne idée à répéter. Merci beaucoup. Bon.